Bijouterie Arik. Un événement spécial? Besoin de vous sentir unique? Envie de vous faire plaisir? Pas de problème. La bijouterie Arik est faite pour vous. Bijouterie Arik, plus de 20 ans d'expérience. Venez acheter, réparer ou vendre votre bijou en or en toute confiance et sécurité. Si vous pensez bijoux en or 18 carats, une seule adresse. Bijouterie Arik. Chaussée de Wavre, numéro 11, 1050, Bruxelles. Voilà, je rappelle à tous les internautes que nous recevons pour vous dans Éco-Politique de la RDC sur www.edtvrdc.com l'honorable Jean-Lucien Boussa. Il est pratiquement le président national du courant des démocrates rénovateurs, mais je rappelle, il est aussi honorable député national. Avec lui, nous traitons les différentes questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. Parce que nous y sommes honorables, parlons cette fois-ci de la situation sociale des Congolais. Quel aperçu vous avez là-dedans à ce jour? Parlons d'abord de la ville-province de Kinshasa. Ça bouillonne ici. Hein. Là-dessus, je voudrais vous dire, ça c'est lié à la première question, vous dites, certains pensent que le monsieur Kabila a une vision telle qu'il faut le laisser encore le temps, etc. Le meilleur élève n'a pas besoin de beaucoup de temps pour donner la bonne réponse à la question lui posée à l'examen. C'est clair? Maintenant, l'enjeu du pouvoir, c'est de créer le bien-être pour les citoyens. C'est ça l'enjeu du pouvoir. L'enjeu du pouvoir n'est pas d'identifier les dispositions constitutionnelles ou légales à modifier pour se maintenir éternellement. Ce n'est pas ça l'enjeu du pouvoir. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir qui n'ont fait que 8 ans, qui ont mis les pays sur l'orbite des pays développés. Lula, au Brésil, il n'a pas fait 20 ans. Il a mis le Brésil sur l'orbite des pays émergents. On peut multiplier des exemples dans le monde. N'est-ce pas? Je m'arrête à celui-là, tout simplement. Et donc, ça veut dire que les problèmes sociaux sont restés entiers. Je vous donne quelques exemples pour comprendre comment, malgré les statistiques au point de vue macroéconomique qui vous donnent à penser que tout va très bien au Congo, n'est-ce pas? La situation du Congolais ne suit pas. Lorsque vous aviez 100 $ à Kinshasa, en 1996, c'est-à-dire sous Mobutu, qu'est-ce que vous achetiez à Kinshasa avec ça? Vous achetiez 30 kilos de viande Kappa, un carton donc. Vous achetiez 30 kilos de poisson Chinchard, un carton donc. Vous achetiez un sac de riz, 50 kilos. Vous achetiez 5 litres d'huile d'olive. Et vous achetiez d'autres petits effets. Voilà ce que valait 100 $. 96. Aujourd'hui, vous avez 100 $. Vous n'achetez qu'un carton de viande Kappa. Point trait. Ça vous coûte 85-90 $. Dites-moi, entre 96 et 2014, le citoyen s'est-il appauvri ou s'est-il enrichi? Il s'est appauvri 4 fois. Parce qu'il ne sait plus acheter les 4 biens qu'il pouvait acheter, il s'achète seulement un seul bien. C'est de 1. Ça, c'est du côté du pouvoir d'achat. Du côté du revenu, du salaire. Aujourd'hui, les fonctionnaires, le dernier à 65, les policiers à 65 000 francs congolais. Pour ceux qui sont à l'étranger, 70 $ américains. Qu'est-ce qu'un citoyen peut faire avec 70 $ américains lorsque le loyer de sa maison dépasse 70 $? Qu'est-ce qu'il peut faire si le carton de viande coûte 85 $? Qu'est-ce qu'il peut faire si le carton de Chinchard coûte 80 $? Qu'est-ce qu'il peut faire si les sacs de riz coûtent 50 $? Dites-moi ce qu'il peut faire. La situation sociale est dramatique. C'est ça, la situation sociale est dramatique. Et qu'est-ce qu'on peut penser d'un pays qui a 94% de chômeurs? C'est des statistiques officielles, ce n'est pas moi qui les invente. Lisez dans toute la littérature, vous allez voir ça.
87,7% de Congolais vivent en deçà de 1,25 dollars américains. Donné une étude de la Banque mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis. Et on dit que ça marche très bien au Congo. Ils sont sérieux. Il n'y a pas de politique économique qui marche très bien s'il n'y a pas de retombées sur le plan social. C'est clair, tout est lié. Voilà la situation sociale du Congolais. Et voilà la situation sociale particulièrement à Kinshasa. Voilà, nous allons passer à un autre aspect cette fois-ci. Au niveau du Parlement, on a entamé une démarche sur la reddition des comptes. En quelques lignes, pouvez-vous en parler à nos amis internautes, à nos amis congolais de la diaspora qui comprennent quelque chose par rapport à ça? Parce que je pense qu'elle vous intéresse aussi, cette démarche, la reddition des comptes. En fait, vous voulez arriver à quoi? Dans tout pays qui veut la gouvernance, la démocratie, c'est aussi cela. L'exercice des redevabilités, rendre compte aux citoyens de la manière dont l'argent public a été géré. C'est ça la reddition des comptes. Ça se fait dans tous les pays du monde. Et vous voyez dans les pays à démocratie avancée, l'auditeur général de la République ou le président de la Cour des comptes a un poids dans les institutions. Son rapport est pris au sérieux parce qu'il oriente. Nous avons donc lu le rapport de gestion de l'État pour 2016. Nous devons vous avouer que nous sommes non seulement attristés, mais écœurés de voir que le gouvernement a géré de la manière la plus légère les comptes de l'État. Première observation. On nous dit que la croissance économique est passée de 7% de 2012 à 2013 à 8,5%. Très bien. Mais vous notez en même temps une contradiction de taille. Parce que les recettes de l'État n'ont pas augmenté. Les recettes publiques ont diminué entre 2012 et 2013. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique. Toutes choses restant égales par ailleurs, ça veut dire que les impôts n'ont pas augmenté ou n'ont pas diminué, alors que la richesse nationale a augmenté. Qu'est-ce qui explique alors que les recettes publiques diminuent? Première observation. Ou alors, les chiffres qu'on donne de la croissance économique sont faux. Sinon, alors, la fraude fiscale, le détournement des recettes publiques ou la corruption a augmenté. Il n'y a que les deux hypothèses qui peuvent nous convaincre que le chiffre des recettes publiques entre 2012 et 2013 diminue. Il n'y a que les deux hypothèses. Dans les deux cas, c'est une faute de gestion grave. Deuxième observation, les prévisions budgétaires qui ont été faites. En 2013, le gouvernement a fait approuver à l'Assemblée nationale un budget de l'ordre de 7,5 millions de dollars américains. Mais vous savez que la différence entre ce qui est réalisé et ce qui a été proposé est de 2,7 milliards de dollars. Comment voulez-vous qu'un pouvoir sérieux puisse nous présenter à la fin de l'exercice un tel écart, 30% non réalisés des recettes? Ça veut dire que les prévisions présentées à l'Assemblée nationale n'ont pas été crédibles. Ils n'ont été battus que sur du sable mouvant. Ce n'est pas sérieux. Dans la littérature, dans l'indice d'évaluation, dans les différentes évaluations de la crédibilité du budget, lorsqu'il y a un écart qui a atteint ces niveaux, ça veut dire que vous avez des finances publiques mal tenues. On ne peut pas avoir prévu 100 et réaliser seulement 7. Ce n'est pas possible. Ou on est sérieux ou on ne l'est pas. Je pense que c'est la troisième observation que j'ai faite par rapport à cela. Donc, nos budgets ne sont pas crédibles. Un parent ne peut pas dire à sa femme à la fin du mois, moi j'ai un salaire de 1 000 dollars et à la fin de ce mois, il amène 650 dollars. Ce n'est pas sérieux. Donc le manque de crédibilité de budget, ça traduit des finances publiques, je l'ai dit, mal tenues. Quatrième élément, les dépassements budgétaires. Vous avez prévu 100, vous dépensez 200. Mais la loi vous dit que lorsque vous considérez que il y aura des ajustements opérés en plein exercice budgétaire, que vous reveniez à l'Assemblée nationale pour demander des nouvelles autorisations. Ça s'appelle loi des finances rectificative.
Le gouvernement a le droit de dire, je me suis trompé à tel endroit, je vais augmenter, ajuster de telle manière. Ce que la loi lui demande, c'est de revenir au Parlement pour demander cet accord, cette autorisation nouvelle. Ils ont fait des dépassements sans revenir au Parlement. C'est encore une faute de gestion. Cinquième élément par rapport à cette réduction des comptes. Vous avez des comptes qui ont été mouvementés alors que les titulaires des comptes n'existaient pas. Je parle de l'opposition congolaise. Vous savez que nous avons une loi portant statut de l'opposition congolaise où l'opposition devait être dirigée par un porte-parole. Ça n'existait pas, les porte-paroles. Qu'est-ce qui fait que le budget qui était prévu pour cela ait été actionné? Ça n'existait pas. C'est un détournement des crédits budgétaires. Sixième élément par rapport à mes observations, parce que les dépenses d'investissement, ce que nous appelons les dépenses de croissance économique, ces dépenses sont des dépenses essentielles pour un pays qui veut émerger. On entend parler du Congo, pays émergent, etc., etc. Mais il faut donner de la place à l'investissement public. Lorsque ces dépenses ne sont exécutées qu'à 24%, s'il vous plaît, alors qu'ils ont été prévus à 33%, quelle est l'orientation économique qu'on donne au pays? D'une part et d'autre part. Mais il y a une forte dépendance de ces dépenses au financement extérieur, du reste hypothétique. Les investissements sont de plus en plus financés, sinon que par les dépenses, pas plutôt les ressources de financement extérieur. Et pourtant, ça doit être une détermination nationale. S'il y a des appuis extérieurs, ils ne peuvent venir qu'en sus de ce que nous avons fait au niveau national. On a noté que c'est de manière récurrente que les dépenses d'investissement sont faibles et c'est de manière récurrente que ces dépenses dépendent du financement extérieur hypothétique. Ce n'est pas normal. Et à la fin des comptes, vous allez vous rendre compte aussi que certains services publics n'ont même pas bénéficié des crédits. Comment voulez-vous faire fonctionner l'État si des services publics ne bénéficient pas des crédits budgétaires? Et vous voulez dire que ça marche très bien dans ce pays-là? Ce n'est pas sérieux. Donc voilà un peu en gros les observations que nous avons faites par rapport à cette réduction des comptes. Et en principe, cette loi ne devait même pas être votée parce qu'il y a une incohérence des chiffres entre le chiffre produit par le gouvernement et le chiffre de la Cour des comptes. Il y a une différence des chiffres. Ce n'est pas possible. Mais c'est la majorité qui vote toujours. Quelque chose, c'est que vous faites. Il y a une majorité qui vote. Mais au moins, en ce qui concerne la réduction des comptes, beaucoup de députés de la majorité n'ont pas été d'accord. N'ont pas été d'accord. Malheureusement, comme à l'accoutumée, qui sont pour. Vous connaissez ceux qui sont pour, quel que soit ce qui arrive. Nous allons poursuivre rapidement et là c'est peut-être avant de terminer, nous allons aborder un autre sujet. Je rappelle à tous les internautes qui nous regardent dans tout le monde entier que nous recevons depuis la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo l'honorable Jean-Lucien Boussa. Je rappelle, il est député national et il est aussi président du courant des démocrates rénovateurs. Alors rapidement, nous allons prendre un autre aspect, c'est l'aspect de cet assassinat. Après l'ouverture du procès des assassins de l'ancien commandant du 42e bataillon commando de l'armée congolaise, tué lors d'un attentat survenu le 2 janvier. C'est le tour de son ancien chauffeur, le sergent-major Ngambu, qui d'ailleurs avait comparu pour la première fois à l'ouverture du procès. Il est décédé le jeudi 2 octobre dernier à Beni. Pour rappel, c'est lui qui conduisait d'ailleurs le colonel Mamadou Ndala lorsqu'il avait été assassiné en date du 2 janvier. Et c'est comme ça que cela l'avait coûté la vie. Alors la question est celle de savoir comment avez-vous perçu ou reçu cette nouvelle triste et quelle analyse profonde vous faites là-dessus, des machinations là-dedans, parce qu'aujourd'hui ça semble sensible. J'ai posé à un autre politicien au téléphone la même question, il me dit là je n'ai pas un mot à dire parce que ça ce ne sont pas mes affaires, moi je m'occupe du peuple. Mais un mot quand même là-dessus, honorable. Au moment où nous avons besoin de la clarté sur un aspect important, au moment où nous avons besoin de la vérité, c'est au moment où des gens qui doivent témoigner sérieusement sur l'affaire disparaissent.
Je vais dire que la vérité dans ce pays devient un problème. Et par rapport à cette assassinat, je ne connais pas très bien le dossier, hein. Dans le fond du dossier, etc. On sait que le colonel Mamadou a été assassiné dans un contexte assez confus aussi. Mais j'établis une drôle de similitude avec le décès de l'assassinat de Chebea. Chebea est mort, on a liquidé en même temps son chauffeur. Parce qu'il fallait éliminer toutes les traces. Mamadou est mort, le chauffeur est resté vivant pendant quelques jours. Et au moment où est enclenché les procès, il est mort aussi. Quelle similitude! Nous avions pensé que lorsque Mamadou est mort, c'était les ennemis de la République qui ont fait partir ces vaillants combattants. Mais nous sommes de plus en plus convaincus que l'ennemi n'est pas à l'extérieur. Il doit être à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on fasse disparaître le chauffeur. Comme on l'a fait pour Chebea. Comme on l'a fait pour Chebea. Il y a Anguille sous roche. Ce que nous pouvons dire, c'est envoyer un message de tristesse à sa famille. À la famille de Mamadou, une fois de plus. Parce que la vérité commence à s'éloigner avec la mort de ces témoins importants. Un message de tristesse, mais de condoléances à la famille du chauffeur aussi, qui meurt simplement parce qu'il a servi la nation, parce qu'il a été chauffeur d'un colonel. C'est la seule faute qu'il a commise dans sa vie, et d'en savoir un peu plus. J'espère, ce que je ne crois pas trop, que la vérité triomphera. Mais tant que ça sent la machination, comme vous l'avez dit, ça sent de l'orchestration, je reste convaincu qu'on n'ira pas très loin pour avoir la vraie vérité sur cette affaire-là, malheureusement. Voilà, merci beaucoup, honorable. Peut-être avant de terminer, une fois de plus, je voudrais bien ouvrir une parenthèse, comme je l'ai fait au début, avec cette parenthèse introductive. Vous attaquez des points sensibles de la République, vous le dites et vous êtes à l'aise. Vous le dites parce que vous avez cette liberté d'expression, de s'exprimer sur les choses qui ne marchent pas en RDC, et parce que vous avez donné déjà dans l'introduction l'aspect ou le sens profond de l'opposition en RDC. Mais moi, je voudrais bien savoir, c'est un peu une parenthèse particulière, comment vous êtes géré dans le sillage de vos collègues parlementaires? Est-ce que vous êtes le bienvenu? Parce qu'il y a un petit dicton, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais, qui dit, les gens qui disent toujours la vérité, les gens qui veulent mener à bon port telle ou telle autre œuvre, ici nous parlons de la RDC, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, ne sont pas bien compris et en fin de compte sont éliminés à premier courant. Est-ce que vous vous sentez souvent en danger? Est-ce que vous avez souvent peur d'affronter ceux qui doivent s'appeler en réalité vérité? Comment ça se passe? Non, je suis déformé par l'exercice de la vérité. Comme le disait Cheikh Anta Diop à l'université de Kinshasa il y a quelques années, lorsqu'il est venu présenter une conférence à l'UNEKIN. Je suis déformé par l'exercice de la vérité et seule la vérité libère aussi. Que vous ayez peur, vous mourrez. Que vous n'ayez pas peur, vous mourrez aussi. Ce que vous devez faire, c'est de dire ce qu'il y a lieu de dire pour apporter des corrections à la société. Que vous soyez tu, vous vivrez les conséquences d'une société qui va mal. Mais que vous le dénonciez aussi, mais avec des propositions alternatives comme nous le faisons. Vous aurez des problèmes avec les uns et les autres. Mais les choix de la démocratie que nous avons faits devraient nous éviter d'avoir des problèmes lorsque vous avez dit la vérité. Je me sens à l'aise dans ce que j'ai fait. Le combat que j'ai mené au sein du MLC aussi, c'est le combat de la vérité. Il ne faut pas être opposant le jour, membre de la majorité la nuit et raconter des histoires. Ça, je l'ai dit au sein du MLC. J'ai dit, c'est ce qui a coûté peut-être mon départ, que nous ne devions pas aller aux concertations politiques nationales
parce que c'était une façon d'esquiver les dialogues tels que prescrits dans les accords d'Addis Abeba. Certains collègues voulaient y aller, probablement pour des intérêts personnels. Ils ont trouvé que je n'étais pas le bienvenu. Ils se sont organisés pour m'éradier. La vérité m'a coûté la radiation. Dieu merci qu'il était temps que je sois radié pour porter avec d'autres amis congolais une vision de la société Congo, une vision nouvelle de la société Congo, avec le projet CDR, Courant des démocrates rénovateurs. Heureusement que la vérité, au sein de ces partis-là, m'a permis d'être radié et de porter cette vérité avec d'autres amis. Et nous la portons courageusement. Donc, je me sens à l'aise au Parlement. Je m'exprime. En tant qu'intellectuel, j'ai la satisfaction de porter haut et fort mes idées. En tant que politique, je le regrette de considérer que la classe politique congolaise est une classe politique mouton. Il faut une classe politique qui s'émancipe, que ce soit les élites de la majorité ou de l'opposition, mais nous devons nous émanciper, s'il vous plaît, chers amis, pour ne mettre sur la table que les citoyens, les intérêts des citoyens. Honorable, j'interviens rapidement pour dire, aujourd'hui, toujours dans les méandres de ces pensées, soit positives ou négatives, j'ouvre encore une autre brèche qui peut sembler épineuse. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, arrêté pour avoir tenu un discours pratiquement qu'on traite de diffamatoire, un discours qui porte atteinte à la personne du chef de l'État. Et là-dedans, on dit l'opposition quitte cette manière de considérer normalement la liberté d'expression, mais elle va au-delà pour utiliser le libertinage. Parce que certaines bouches pensent que ce que Jean-Bertrand Ewanga a commis ou a fait, cela prouve noir sur blanc qu'il est allé au-delà de la liberté d'expression. Alors, je rentre à vous pour dire, vous arrive-t-il des fois, parce que vous sentez que vous devez défendre les intérêts du peuple, de déborder un tout petit peu? Ou comment vous regardez de quel œil tous ceux dont on a taxé le secrétaire général de l'UNC qui aujourd'hui est en prison? Jean-Bertrand Ewanga est victime de l'intolérance politique. C'est clair et net, nous étions tous Angeli. Nous avons tous parlé. Mais ces propos, s'il vous plaît, nous avons tous parlé. Mais vous avez déjà suivi les acteurs politiques français, américains, belges, sud-africains. Vous savez comment on traite Zuma en Afrique du Sud par certains politiciens? Voleurs, corrompus, etc. Ils ont été arrêtés combien de fois? Prenons l'exemple en Afrique du Sud à côté. Les opposants de Zuma, il est traité tous les noms d'Israël. Il les a arrêtés combien de fois? Pas une seule fois. N'est-ce pas? Non, Jean-Bertrand Ewanga a tenu ce propos dans un contexte précis où nous étions allés dire non à la tentative de révision constitutionnelle et à la tentative de prolongation du mandat du président Kabila de facto. Nous sommes allés dire non à cela. Et nous avons tous répété que Kabila doit partir en 2016. N'est-ce pas? Bon, admettons qu'on l'ait accusé parce qu'il aurait dit que Kabila doit rentrer au Rwanda. Mais attendez, vous me dites Boussa rentrer en Centrafrique, au Congo-Brazzaville. Moi, je m'en moque. Je suis Congolais, moi. Vous me dites rentrer en Belgique ou au Cameroun. Mais enfin, je suis Bantou. Je reste au Congo parce que le Congo est mon pays. C'est tout. Je pense qu'on peut s'arrêter par là. En fin des comptes, pour terminer, chers internautes, carte sur table cette fois-ci, c'est pour finir le courant des démocrates rénovateurs. Il y a le mot rénovation là-dedans, il y a le mot démocratie dans démocrate. Oh, ça tique rapidement quand on lit ça. Un parti politique, un groupe socio-culturel, ethnico, c'est pas comment, ou bien comment vous définissez le courant des démocrates rénovateurs? Le courant démocrate rénovateur, en sigle CDER, est un parti politique, agréé depuis le 17 décembre 2013. Comme les articulations de son appellation l'indiquent, nous sommes partis d'un courant de pensée
ne sommes pas partis d'un parti politique et puis vous commencez à inventer la pensée. Nous avons commencé par dire comment nous voyons les futurs du pays. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme réponse à ceux qui nous posent la question? Mais écoutez, si on vous donnait la tête du pays, qu'est-ce que vous faites? Une question à la fois large, complexe, mais en même temps simple. Nous sommes dit, nous considérons, nous sommes ce courant de pensée qui considère que le problème du Congo, c'est d'abord un problème de conception de l'État et du pouvoir. Lorsque vous avez une conception moderne de l'État qui place l'homme au cœur de l'action, ça veut dire une conception du pouvoir service public et non une conception du pouvoir privilège, ça se décline en termes de gouvernance et des systèmes que vous mettez en place. Ça se décline en termes de politiques publiques que vous mettez en place. Parce que le pouvoir est un service et non un privilège. Donc nous considérons que la réponse au problème du Congo doit commencer par la conception, le retournement de la conception du pouvoir. Le courant démocrate rénovateur dit le pouvoir service et non le pouvoir privilège. C'est pourquoi nous avons choisi notre logo, l'abeille. L'abeille, c'est cette bestiole-là qui travaille en équipe, mais très intelligible, qui combine les différents facteurs pour produire du miel, qui n'est pas consommé par l'abeille, qui est consommé par le monde entier. L'abeille fait un travail intelligent, en équipe, au service du monde. Et nous disons, le pouvoir doit être au service des autres. Deuxième élément, parce que nous considérons qu'il y a un problème de leadership au Congo. La capacité du leadership à déterminer l'avenir d'un pays, à orienter les politiques, fait que les pays sont différents les uns des autres. Si aujourd'hui vous avez, je donne l'exemple du Brésil, je peux donner l'exemple de la Chine, comme l'exemple des États-Unis ou de la France ou de la Grande-Bretagne, leadership visionnaire déterminé égale pays fort, développé. Leadership pas visionnaire du tout, retourné sur les avantages personnels, c'est un pays qui souffre et le peuple qui souffre. Deuxième problème, celui-là. Troisième élément, donc nous voulons un leadership déterminé, visionnaire. Avec ce leadership, nous sommes capables de transformer rapidement le Congo. Troisième élément, la conception du pouvoir d'État. Quelle est notre conception du pouvoir d'État? La conception du pouvoir d'État que nous avons est celle d'un État qui est orienté vers la prise en charge par les pays de ses propres problèmes. Comment combiner les différents facteurs que nous avons pour produire le meilleur service possible pour nos citoyens. Il faut une conception d'État débarrassée de la corruption. Il faut une conception d'État débarrassée du népotisme. Il faut une conception, un pouvoir d'État débarrassé du clientélisme. C'est important cela. Ne mettre au cœur les côtés, on peut dire, la méritocratie. C'est les mérites. On ne peut pas faire d'un sergent général, du coup. Un général, c'est un cursus quand même, s'il vous plaît. Dans ce pays, on a vu des personnes qui ont été des retraités de l'administration publique devenus généraux. Ce n'est pas possible, ça. Il faut une nouvelle conception de pouvoir d'État qui réjaillit sur la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance vous amène à des politiques publiques qui améliorent la vie des citoyens. Les pouvoirs, et je l'ai dit tout à l'heure, n'a comme finalité, et donc l'enjeu du pouvoir, c'est de résoudre les problèmes des citoyens. C'est ça, le CDR. Et puis, du point de vue des partis politiques, nous considérons qu'il faut éviter des partis politiques type familial, où le président, c'est le père, la trésorière, c'est la mère, le secrétaire général, c'est le fils. Ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas démocrate au sein du parti politique, comment allez-vous transposer la démocratie dans un État? Ce n'est pas possible. Regardez bien les partis politiques congolais. Il n'y a pas de vice-président. Président, secrétaire général. Où est passé le vice-président? Si le président n'est pas là, on commence à chercher le fils aîné. Mais non. Au niveau du courant des démocrates rénovateurs CDR, nous avons voulu résoudre ces problèmes.
Nous avons un président, nous avons des vice-présidents. Si le président n'est pas là, le vice-président est d'office là. Il prend la charge du parti, il avance avec les partis. Il faut des partis politiques qui deviennent des véritables exemples pour la gestion de l'État. Et non des partis politiques où on clame la démocratie. En réalité, il n'y a pas de démocrate à l'intérieur. Démocratie sans démocrate ne vaut. Et c'est là les problèmes, y compris celui de la majorité au pouvoir. Il parle de la démocratie, mais il n'y a pas de démocrate. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme, mais ça s'appelle pratiquement éco-politique de la République démocratique du Congo. Chers internautes, ça a été pour nous vraiment un plaisir. Je pense qu'à la fin, l'honorable va peut-être donner un mot de réconfort, un mot d'espoir, des phrases de lueur, de prospérité à tous les amis de la diaspora congolaise. Je rappelle que vous regardez ED Télévision RDC.com, c'est votre chaîne internationale en ligne qui vous donne, en tout cas qui est à la page de l'information de l'actualité et qui vous donne pratiquement l'occasion de se rendre compte de ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo de point de vue politique. Alors aujourd'hui, pour vous, nous avons reçu l'honorable Jean-Lucien Boussa. Je rappelle, il est honorable député national et il est aussi président national du courant des démocrates rénovateurs. C'est pratiquement un parti politique qui venait de donner pratiquement la grande philosophie ou le courant de pensée de pratiquement ce parti politique. En fin de compte, il va quand même s'adresser à la diaspora congolaise qui aujourd'hui a perdu, c'est pas l'espoir de rentrer au pays. Cette diaspora congolaise qui, quand elle regarde son pays de loin, a de l'amertume. Il y a d'autres, au lieu de faire couler le sang par le cœur, il y en a qui font couler le sang par les yeux. C'est fort et c'est plus fort que nous qui risquons aussi de pouvoir vous donner cette table ouverte à la clarté des choses. En fin de compte, honorable, un mot d'espoir. Je salue la diaspora qui fait un travail extraordinaire depuis quelques années pour révolutionner les mentalités. Je salue la diaspora aussi qui, par son action à l'extérieur, influence considérablement la vie publique dans le pays, par ses prises de position, par sa détermination à lutter pour qu'émerge effectivement un État de droit, mais un pays où chaque citoyen trouve son compte dans la redistribution de la richesse nationale. Je salue aussi la diaspora dans sa contribution à la résolution des problèmes sociaux, ce qui révèle les déficits d'État dans sa capacité à répondre aux questions sociales des citoyens. Et la diaspora est venue à la rescousse des Congolais depuis de longues années. Elle ne vibrait qu'au rythme de ce qui se passe en République démocratique du Congo et j'encourage ces combats. Cependant, je voudrais dire à tous les Congolais de la diaspora que même à l'interne, la lutte continue. Il y a des Congolais à l'intérieur qui se battent pour qu'émerge une société prospère, une société stable. Cela n'est pas possible si nous ne sommes pas main dans la main, mais si nous ne sommes pas d'accord sur la manière dont nous sommes en train de mener ces combats. Le CDR considère que le combat que nous devons mener aujourd'hui, qui est plus que jamais nécessaire, c'est celui de la systématisation de l'alternance politique en République démocratique du Congo, pour que les élites s'alternent au pouvoir, ou alternent au pouvoir. Autant d'hommes, autant d'idées. Je pense que M. Kabila et son équipe ont fait ce qu'ils pouvaient faire. À mon sens, ils ont échoué lamentablement. Ils doivent laisser la place à une autre équipe qui doit travailler. Et nous ne pouvons pas espérer qu'un autre Congolais arrive au pouvoir si nous ne réussissons pas les combats contre la révision constitutionnelle. Il faut qu'ensemble nous nous battions bec et ongle pour que personne ne touche aux dispositions verrouillées de la Constitution et donner ainsi au Congo un nouvel espoir. La jeunesse a perdu toute espérance parce qu'ils n'ont pas de perspective. Nous devons nous battre pour donner une perspective aux jeunes Congolais qui sont de plus en plus nombreux à être mis au bord de la route et qui sont de plus en plus nombreux à choisir la voie de l'étranger pour trouver des réponses qu'ils n'ont pas dans le pays.
ces cerveaux qui sont en train de fouiller la République démocratique du Congo est une perte pour le Congo. Il faut créer des mécanismes pour retenir ces jeunes dans le pays. Et la seule manière de retenir ces jeunes dans le pays, c'est de donner aux Congolais une possibilité en 2016 d'avoir un nouveau président qui vient gérer autrement la chose publique et qui capte toutes ces intelligences et les transforme en richesse pour le pays. C'est les combats que nous sommes en train de mener au niveau du CDR et nous espérons qu'avec la diaspora qui est déjà très très avancée dans les combats, que nous puissions trouver la synthèse nécessaire pour permettre au Congo de se retrouver dans la catégorie des pays véritablement émergents, pas en discours, mais en pratique. Merci, honorable Jean Boussa. C'était un plaisir et surtout beaucoup de respect pour votre personne. Et merci pour votre humilité impressionnante de nous avoir reçus à votre résidence privée pour pratiquement réaliser Éco-politique de la République démocratique du Congo, un magazine de ED Télévision. Merci à tous les internautes qui nous ont regardés de partout, Belgique, France, États-Unis, Russie, je ne sais pas, vous êtes au Ghana, vous êtes Burundi, Rwanda, Angola, Namibie, Zimbabwe. Nous vous disons encore une fois merci à tous les Congolais de la diaspora congolaise qui regardent ce programme de partout dans le monde. Nous vous disons merci. Et je dis aussi merci à notre réalisateur Prince Maimbesi Vanga qui a été assisté par Chris Mukuna. Je remercie aussi Richard Rich Tempête depuis Bruxelles en Belgique et aussi Maître Donna pour la coordination et supervision de ce programme. Des contacts pour des sujets que vous voulez pratiquement proposer à la rédaction de ED Télévision. Merci et au prochain numéro.